Bonjour, donc l'objectif, c'est de faire une petite formation d'une demi-heure sur introduction à l'automatisme. Avant de commencer, ce que je vous propose de faire, c'est de me présenter. Donc, je suis Guy Meurice, responsable de formation Citrène et formateur également. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser un peu le matériel pédagogique du centre de formation pour faire cette présentation. Donc, le matériel de présentation que l'on va utiliser, c'est donc un banc didactique standard sur lequel on peut retrouver donc un automate avec des entrées-sorties locales et également de la périphérie décentralisée, mais qui ne sera pas utilisée dans le cadre de ce petit workshop. Ensuite, nous avons également un petit pupitre opérateur que nous allons mettre en œuvre pour faire la gestion du comptage de pièces. Et on a une petite maquette didactique qui permet de faire du mouvement de pièces, etc. Comme vous pouvez le constater, nous avons des petits palets que nous pouvons bouger à demeure. Et donc, l'idée de ce petit TP, c'est simplement de faire un petit workshop en remplir la base de l'automatisme. Est-ce que c'est un et, un ou, et de le mettre en œuvre dans le cadre de ce petit convoyeur. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer sans plus attendre avec quelques slides de présentation. Donc, sans plus attendre, on va commencer donc avec l'introduction à l'automatisme sur le premier chapitre. Donc, nous allons voir connaître la structure générale d'un automate, donc présenter un petit peu les différents constituants, connaître les différents types de signaux, donc est-ce que c'est un signal binaire, analogique, etc. Donc, première chose, présentation de la gamme Simatic S7. Au centre, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Donc, on a différents types de contrôleurs. Nous, en l'occurrence, nous allons travailler sur cette partie-là. Mais ce slide est intéressant parce qu'il permet de voir que nous avons différents réseaux qui gravitent autour de l'automate. Sur la partie haute, vous allez pouvoir avoir la communication que l'on va retrouver au niveau usine. Et en bas, on va avoir la communication que l'on va retrouver au niveau bus de terrain. Et ensuite, par rapport à tout ça, pour programmer l'ensemble de ces outils, on va devoir utiliser un PC. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser une console de programmation avec un logiciel qui s'appelle le TIA Portal, et ce qui nous permettra de programmer aussi bien la partie automate que la partie IHM, puisqu'on va faire un système de boutonnerie sur la partie interface homme-machine. Première chose, vous avez un automate programmable. Sur cet automate programmable, vous avez une alimentation qui vient convertir en fait les différents types de signaux. Sur ce slide, nous pouvons voir la structure d'un automate modulaire. Donc, sur la partie de gauche, on va retrouver le module d'alimentation qui va convertir la tension d'alimentation de 130 volts en 24 volts. On va retrouver ensuite la CPU, donc ce qui va permettre d'exécuter le programme. Juste pour information sur le modèle que l'on présente, le S7-1500, il a un avantage, c'est d'avoir des écrans qui permettent de faire également un diagnostic et les différents réglages de cet automate-là. Ensuite, nous allons avoir des modules d'entrée-sortie. Ces modules d'entrée-sortie, c'est là-dessus que nous allons câbler tout ce qui est entrée, sortie, tout ou rien ou analogique. Les principes de base, les signaux analogiques tout ou rien et numériques. Le module convertit la tension présente en un état logique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'automate, nous n'allons pas avoir une tension de 24 volts ou 0 en termes de programmation, où nous allons avoir une information de 1 ou de 0. Comme le montre cette figure-ci, si par exemple vous avez un bouton marche-arrêt, qu'est-ce que nous allons traiter au niveau de l'automate? Nous allons avoir un signal 0 si on a 0 volts. Nous allons avoir une information 1,1 si on a une carte d'entrée 24 volts ou 5 volts pour l'occurrence. Une entrée analogique ou une sortie analogique, c'est typiquement pour faire de la régulation d'une pompe ou la régulation d'une vanne. Et donc, on peut également, par rapport à tout ça, prendre un curseur pour mesurer la tension. Ce curseur qui mesure la tension de 0 à 10 volts, en l'occurrence ici dans cet exemple, sera converti dans un signal analogique et sera traité numériquement ensuite dans l'automate. Après ça, vous pouvez également avoir des afficheurs numériques, vous pouvez avoir également des rentrées de consignes numériques, et donc à partir de là, vous avez également des informations numériques au niveau de l'automate qui peuvent être aussi bien en format integer ou au format réel. Donc il y a différents types de formats qui existent au niveau de l'automate. On verra un format dans notre exemple lors du comptage du nombre de pièces produites, qui sont en l'occurrence de l'integer, puisque le nombre de pièces est 0, 1, 2, 3, il n'y a pas de chiffre à virgule, bien évidemment. Juste pour rappel, le fonctionnement d'un automate, comment ça fonctionne? Vous avez donc un automate complet, ici en exemple, sur la partie de gauche, avec sa CPU, les différentes cartes d'entrée, donc tout ou rien ou analogique, les différentes cartes de sortie, analogique ou tout ou rien. Le principe est le suivant. Au début d'un cycle automate, l'automate fait l'acquisition de toutes ces valeurs en entrée et les met dans une mémoire.
ce qui permet d'avoir les informations qui sont figées le long de tout le cycle automate. Derrière ça, nous avons le programme automate. Là, typiquement, nous avons une fonction et entre deux entrées, la i0.0 et la i1.6, qui sont représentées dans la table de la mémoire image des entrées, et nous avons une sortie qui sera en l'occurrence Q1.5 dans notre exemple. Si on regarde un petit peu, nos deux entrées sont à 0, donc quelque part, après l'exécution du programme, la sortie étant restée à 0 au niveau de la mémoire image des sorties, la sortie réelle reste à 0. Si on regarde un peu plus loin, on a ensuite une première entrée qui va basculer en 1. Cette entrée, c'est celle-ci, la i1.6. Elle ne suffit pas en tant que condition pour piloter la sortie. Donc, le programme reste toujours à 0. Et donc, si on regarde bien, au niveau de la sortie, on écrit toujours la valeur 0. Ensuite, nous allons avoir la seconde entrée qui va basculer à 1. Donc, de ce fait, lors de l'exécution du programme, au niveau du programme, le Q1.5 va passer à 1, ce qui va avoir comme effet de l'écrire dans la mémoire image des sorties, et donc au final, de l'appliquer sur la sortie réelle. Donc ça, c'est le fonctionnement d'un automate programmable, quelle que soit la marque. Ensuite, si on regarde un peu plus en détail les adressages et modules. Donc là, si on regarde notre carte, nous avons une carte, en exemple, Digital Input, 32 voix. Et donc, si on prend la première carte de cet exemple, les entrées-sorties seront de l'octet 0 à l'octet 3. Donc, en fait, quand on fonctionne en octet, c'est-à-dire qu'on regroupe les informations par 8 bits. La première entrée sera en I0.0, c'est-à-dire l'octet 0, le bit numéro 0, et on va s'arrêter à l'octet 0.7 pour les premières 8 entrées. Ensuite, nous avons I1.0 à I1.7, et ainsi de suite, jusqu'à I3.7. Si nous regardons un petit peu, maintenant nous allons passer quand même à l'outil d'ingénierie de TA Portal. Parce que l'objectif final, c'est de faire une démonstration pour que vous compreniez mieux le mode de fonctionnement. Si on regarde un petit peu le TA Portal, qu'est-ce que nous avons? Nous avons différentes fenêtres à notre disposition. Sur la partie de gauche, nous avons un navigateur de projet. Sur le milieu, nous allons avoir une fenêtre de travail sur laquelle nous allons pouvoir faire tout ce qui est configuration matérielle. Nous allons pouvoir également faire tout ce qui est programmation. Sur la partie de droite, nous allons avoir un catalogue du matériel, en l'occurrence, puisqu'on est dans la configuration matérielle. Mais ici, nous sommes sur une partie dynamique, c'est-à-dire que lorsque nous allons être dans la partie programmation, automatiquement, ça basculera sur les informations pour la programmation. Et dans le bas, nous avons une fenêtre qu'on appelle inspection, ce qui permet d'avoir toutes les propriétés de l'objet sélectionné dans la fenêtre de travail, tout ce qui est info et diagnostic également à notre disposition. Et dans le bas, nous avons une barre des tâches avec les différents onglets qui sont ouverts dans notre fenêtre de travail, ce qui nous permet de communiquer de l'un à l'autre assez rapidement. Voici un petit peu la task card. Donc, c'est la partie de droite que je vous présentais précédemment, la partie matérielle. Comme je vous disais, vous pouvez retrouver la partie instruction de base lorsqu'on est dans la partie programme. Et comme on est dans un système TIA qui est complètement intégré, donc TIA pour les novices, qu'est-ce que ça veut dire? Totally Integrated Automation. Donc, nous avons tout ce qui est accessoire pour tout ce qui est partie IHM. Et lorsque nous sommes en ligne, nous avons également tout ce qui est outil diagnostic avec les temps de cycle automate, etc. Qu'est-ce qu'on appelle un temps de cycle automate? Je lis les entrées, j'exécute le bloc de programme, j'écris dans mes sorties et je reviens au départ. Ça, c'est un cycle automate. Donc, avant de commencer, nous allons commencer par faire une configuration matérielle. Donc, pour ce faire, pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la configuration matérielle native sur l'automate. Donc, par la commande, charger l'appareil comme nouvelle station. Mais lorsque vous avez déjà créé votre programme plus la config matérielle, lorsque vous faites cette action, vous récupérez l'ensemble de votre programme. Donc, démonstration avec le TA Portal. Alors, juste pour rappel, si on regarde un petit peu, si vous regardez un petit peu l'automate, donc on va regarder en détail l'automate. Voilà. Si vous regardez bien, l'automate actuellement est en état stop, puisqu'il n'est pas vert, et les cartes sont clignotantes parce qu'elles ne sont pas actives. Donc, première chose à faire quand on est dans un logiciel tel que le TA Portal, vous avez le projet nouveau. Donc là, moi, je l'avais déjà fait, je l'ai déjà préparé puisque j'ai déjà créé quelques éléments pour gagner du temps derrière,
que l'on appelle démo. Maintenant, si je veux récupérer, je veux créer une nouvelle configuration, je vais faire ajouter un appareil, contrôleur, je vais choisir un Simatic S1500, CPU, et je vais dire, je vais prendre une CPU non spécifiée. Hop. Là, il me dit, on ne connaît pas la référence, par contre, il faut préciser la version. Et ici, on peut nommer notre automate. PLC, hein, donc c'est Programming Logic Controller, numéro 1. Comme nom par défaut, ça me va bien. Je valide donc par OK. Et donc là, ici, vous vous retrouvez avec une configuration vierge que vous pouvez faire déterminer. Si je clique sur déterminer, là, il va me proposer mes cartes réseau. Donc là, moi, je suis en Profinet. Je sélectionne ma carte réseau qui va bien, lancer la recherche. Et là, en fait, tout de suite, il me retrouve un automate avec une adresse IP en 192.168.0.1. C'est quelque chose que je n'ai pas dit. Aujourd'hui, dans le monde de l'automatisme, on dialogue forcément avec les automates en Ethernet. Je fais détection. Et là, au bout de quelques secondes, je retrouve ma configuration avec mes différentes cartes d'entrée-sortie. Donc, sur lequel je vais pouvoir faire un paramétrage particulier si je le désire, etc. Par exemple, moi, je souhaiterais, sur mon installation, faire du pilotage via les boutons. Donc ici, avec le bouton BP marche, allumette disponible pour faire la simulation de la mise sous tension de mon installation. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais déclarer ces variables. Bien évidemment, mon système, je le connais. Donc, à partir de là, je sais où j'ai câblé ces différentes entrées et ces différentes sorties physiquement sur mes cartes. Donc, à partir de là, je vais pouvoir les déclarer. En général, au niveau de l'automatisme, aujourd'hui, on fonctionne avec des fichiers Excel qui sont partagés, des choses comme ça. Donc, à partir de là, vous avez le câbleur qui connaît tout le câblage qu'il doit faire et on peut directement l'importer dans le TA portail. Pour vous montrer un petit peu comment on peut faire, moi, je vais le faire à la main en premier lieu. Donc, je vais aller sur variable API. Je vais créer une table des variables pour dire je vais déclarer mes propres variables. Donc, déclaration en ligne, enfin, déclaration, tout simplement. Ça me suffit largement. Et donc ici, maintenant, si je reprends mes différentes cartes, je sais que sur cette carte-ci, que je peux zoomer d'ailleurs, sur l'entrée I0.1, j'ai mon BP marche. Je ne l'invente pas. Hein, si je reprends un petit peu ici, donc, voilà, vous voyez que sur mon BP marche, ce n'est pas la première entrée, c'est la seconde, hein, pour correspondre à l'étiquette que j'ai mis pour faire notre TP. Et donc, c'est I0.1. Donc ici, je sélectionne ma carte. Voilà. Et donc, dans les propriétés, variable input-output, I0.1, je peux ici dire, ben, je vais déclarer BP marche. Et là, je viens sélectionner la table que j'avais créée au préalable, déclaration. Je vais faire pareil avec la sortie, qui est en l'occurrence Q0. Donc, je vais l'appeler Q disponible pour la disponibilité de la machine. Disponible. Voilà. Et je vais sélectionner ici ma déclaration. Voilà. Maintenant, si je veux faire un programme simple, comment je vais procéder? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les automates Siemens, on a un programme principal, le main, qui est un bloc d'organisation numéro 1. Peu importe le numéro, etc. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui là-dessus. Et donc ici, je vais pouvoir insérer un contact, une entrée donc, que je vais pouvoir lire, avec une sortie. Et je vais pouvoir directement taper mon BP marche. Donc à partir de là, je peux rentrer directement ma variable puisqu'elle est reconnue par le système. Je peux également, au lieu de travailler sur le mnémonique, mais quand même c'est beaucoup plus simple de travailler avec le mnémonique qu'avec l'adresse, si je connaissais que l'adresse, j'aurais pu taper Q0.1 et ça fonctionne. Alors, chose que je n'avais pas rappelé, effectivement, je m'en souviens à l'instant, vous avez I pour input, hein, Q pour les sorties. C'est par rapport à la norme IEC 1131-3. Il fallait quand même le préciser pour les gens qui ne connaissent pas trop l'automatisme aujourd'hui. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, pour tester cette partie de programme, il faut que je charge ma configuration au niveau de l'automate. Comment ça va se passer? Je viens sur PLC et je vais demander le chargement. Là, il va me demander par quel biais je vais charger. Donc, je lance la recherche. Il va me retrouver l'automate que j'avais précédemment et je vais pouvoir lancer la commande de chargement.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un peu avec les fenêtres. Ah, zut, je reviens en sens inverse, excusez-moi, parce qu'il aurait fallu que je mette en un peu plus petit mon TA Portal. Voilà. Comme ça, vous voyez ici. Et je vais double-cliquer sur la fonction caméra, moi aussi. Hop, comme ça, je vais vous la mettre dans le coin ici. Et je vais reprendre le positionnement, voilà, de l'automate. Là, vous voyez que pour l'instant, il est toujours en état stop. Je vais donc relancer le chargement de l'automate. Voilà. Je lance la recherche. Je charge. Ah, vous voyez qu'il y a une erreur. Ça, c'est le problème du direct, entre guillemets. Comme le TA Portal est bien fait, il vous dit le mot de passe doit être renseigné. Par principe de sécurité, par défaut, le système vous impose de mettre des mots de passe. Nous allons mettre un accès complet pour valider le système. Donc, je ferme la fenêtre et je relance la compilation. Donc là, hop, là, je vérifie que j'ai plus d'erreur et je peux lancer le chargement. Comme il a retenu par quel biais il fallait dialoguer avec l'automate, il ne me repose plus la question. Et là, je lance le chargement. Dès l'instant où le chargement sera terminé, si vous regardez bien, les LED qui étaient clignotantes ici sont devenus fixes, pour dire qu'au fait, l'automate le gère correctement. Par contre, vous voyez qu'il est toujours en état orange, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas pour l'instant. La preuve, c'est que si je bouge mon système de boutonnerie, hop, je vais déplacer légèrement cette fenêtre, si j'appuie sur le bouton, vous voyez que rien ne se passe au niveau de la sortie, puisqu'au fait, l'automate est en état stop, donc il n'exécute aucun programme. Maintenant, je viens ici, je clique sur démarrer le module et je fais terminer. Et là, vous voyez qu'au fait, il vient de changer de couleur. Sur la vidéo, ce n'est pas forcément évident, mais il vient de passer de orange à vert. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je regarde ici, le BP marche. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. J'appuie sur donc, le BP marche. Maintenant, vous voyez que la LED s'allume. En plus de ça, grâce au TA Portal, si je mets les lunettes, je peux voir en visuel dynamique, bien évidemment, directement le module. Voilà. Si je clique ailleurs, que ça soit un peu plus lisible. Voilà. Voilà un peu le principe de fonctionnement d'une première partie de programme automate. Je vous rappelle que notre objectif final, c'était également de faire bouger le convoyeur. Avant de faire ceci, ce que je vous propose, c'est de refaire un tout petit peu de théorie. Premier rappel, qu'est-ce que c'est une fonction et? Une fonction et, c'est l'équivalent en fait de deux interrupteurs en série. Donc là, dans notre exemple, si on a deux interrupteurs en série, si on appuie sur ces deux interrupteurs, l'objectif, c'est d'allumer la lampe H1. Donc ça, c'est le schéma électrique. Donc bien évidemment, aujourd'hui, on câble les entrées et les sorties directement sur l'automate. Et on va faire l'équivalent de ce schéma électrique par programme automate. Donc là, pour ceux qui ne... Pour se rappeler, on a la petite table de vérité. Donc pour que ma LED s'allume, il faut bien que j'ai deux entrées à 1. Et bien évidemment, s'il me manque une des deux entrées, ma sortie sera égale à 0. Et donc le programme sera quoi? Sera celui-ci. J'ai ma première entrée, S1, c'est-à-dire que si j'ai mon entrée qui est appuyée, j'aurai mon information vue à 1 de l'automate. Ensuite, il me faudra également la seconde dans la même condition pour allumer la sortie H1. J'ai également la même chose pour la fonction OU. La fonction OU, en fait, ce sont deux interrupteurs que l'on met en parallèle. Donc là, en l'occurrence, S4, en parallèle de S5, pour allumer la lampe H2. Donc ici, nous avons également la table de vérité. Et donc, dès l'instant où j'ai une des deux entrées à 1, j'ai ma sortie H2 qui va passer 1. Comment ça se symbolise au niveau du programme automate? Tout simplement, j'ai mon premier interrupteur S4, en parallèle mon second interrupteur S5 pour allumer la lampe H2. Donc là, maintenant, l'idée, c'est d'appliquer tout ça dans notre système automatisé avec le petit convoyeur. Alors, pour nous faciliter la tâche, au lieu de renseigner toutes les variables, etc., pour être honnête, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé une table. Donc, je vais interrompre la connexion. J'ai préparé dans mon projet en bibliothèque mes variables. Donc, je vais prendre directement cette table que je vais pouvoir glisser. Voilà. Et si je regarde bien mes variables, qu'est-ce que j'ai renseigné? J'ai renseigné, comme tout à l'heure, des entrées-sorties qui sont paramétrées par rapport à
mon câblage officiel. Voilà. Maintenant, pour faire notre première partie de programme automate, qu'est-ce qu'on veut réaliser? L'objectif est assez simple. Quand j'ai mon installation qui est sous tension, donc je vais mettre mon installation sous tension, je veux que quand j'appuie sur, par exemple, ce bouton-ci, eh bien, mon convoyeur va vers la droite. Si j'appuie sur celui-ci, il va vers la droite également. Mais je ne veux surtout pas que ça fonctionne si j'appuie sur les deux boutons. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Comment je vais réaliser ça? Je vais donc mettre un premier contact avec ma sortie. Donc, le premier contact, je vais mettre que c'est le BP poste 1, puisqu'au fait, on considère que c'est le poste numéro 1, poste numéro 1. Alors, vous ne voyez pas la caméra. Au fait, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'ici, vous avez le BP poste 1, le BP poste 2, le BP poste 3, c'est-à-dire le poste 1, poste 2, poste 3. Donc, je reprends le BP poste 1. Ensuite, je ne veux pas le BP numéro poste 3, donc au fait, je mets une entrée avec une négation. Et je mets ma sortie K droite, pour dire le tapis qui part vers la droite. En parallèle de ceci, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais mettre le BP poste 2 en parallèle du BP poste 1. Voilà. J'ai glissé chef. On recommence. Voilà. Sans oublier qu'il faut quand même rajouter une condition complémentaire, c'est laquelle? Que mon installation est bien sous tension. Donc, au fait, si je regarde bien, je dis, bah, si mon installation est sous tension et que j'appuie sur le BP poste 1 et pas sur le BP poste 2, ou l'inverse, si j'appuie sur le BP poste 2 et pas sur le BP poste 1, mon tapis doit tourner vers la droite. Pour que ça puisse fonctionner, bien évidemment, il faut recharger la partie programme automate. Et donc, à partir de là, j'appuie, ça va vers la droite. Si j'appuie sur le premier bouton, excusez-moi, je vais remettre la vidéo, ce sera un peu mieux. Donc, si j'appuie sur le premier bouton, ça va vers la droite. Vous voyez bien, je mets une pièce. Voilà. Si j'appuie sur le second bouton, ça fonctionne également. Par contre, si j'appuie sur les deux boutons, ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc, on a bien obtenu notre cahier des charges. Maintenant, vous allez dire que ce cahier des charges n'est pas terrible. Parce qu'au fait, on aurait pu imaginer que quand je mets une pièce devant ce détecteur, que j'appuie sur le bouton, ma pièce arrive jusqu'au bout du convoyeur. Alors, attention, il y a un petit piège. Alors, on aime bien les petits pièges chez Siemens. Hop. Au fait, si vous regardez bien, vous avez la cellule photoélectrique ici qui fonctionne en sens inverse. Alors, attendez, je vais zoomer sur la vidéo, vous voyez bien. Donc là, maintenant, si je mets, hop, vous voyez que l'information ici passe bien à 0 quand je mets mon doigt devant. D'accord? Donc, il faudra bien penser que cette cellule fonctionne en inverse, c'est-à-dire que quand il n'y a rien devant, elle est un 1, et pour arrêter, il faudra qu'elle passe à 0. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, l'idée, c'est de faire un système avec un automaintien. Donc, on va dire, ben, moi, je vais enclencher mon moteur sous condition que j'ai ma pièce qui est devant le détecteur. Donc, le détecteur qui est devant le poste 1, c'est quoi? C'est, excusez-moi, je voulais vous montrer avec la vidéo. Le détecteur qui est avec le poste 1, ici, j'ai un petit capteur, hein, vous pouvez voir. Donc, ici, il s'appelle BI1. Voilà. Ensuite, pour le poste numéro 2, ce sera BI2. Voilà.
Et on va faire un système d'automaintien, c'est-à-dire que dès l'instant où j'ai ces conditions qui sont vraies, je vais faire un automaintien quand ma sortie est pilotée. Ça, ce sont les principes d'automatisme. Hein. En électrique, on les retrouve également. Hein. Donc voilà, ici, je referme ma boucle, je prends et ensuite, je vais arrêter le convoyage quand je veux avoir la perte de ma cellule qui est en inverse. Donc, moi, je vais considérer que quand elle est à 1, je ne dois pas arrêter mon convoyeur. Donc, je vais le mettre en série. Et donc là, c'est ici BLS. Light Signal. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle BLS. Maintenant, si je charge ensemble, voilà, je peux mettre en visite dynamique. Voilà. Comme ça, on peut voir le résultat. Je vais mettre en grand la fenêtre dans le TA Portal. Et là, normalement, vous avez donc la caméra ainsi que le programme. Si maintenant, je mets ma pièce devant la cellule, donc on voit bien que l'information ici passe 1, on attend le bouton poussoir, et là, qu'est-ce qui se passe? Ma pièce avance jusqu'à temps que je vais perdre la cellule photoélectrique et ça s'arrête. Et bien évidemment, le programme que j'ai réalisé fonctionne sur le deuxième poste. Voilà. Donc voici un petit exemple de programme, entre guillemets, de pilotage d'un petit convoyeur. Maintenant, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer, par exemple, de faire du comptage de pièces. Je désirerais faire un comptage de pièces à chaque fois que ma pièce arrive devant la cellule. J'aimerais bien que je compte mes pièces et dire, bah, tiens, moi, je voudrais faire une production jusqu'à 3 pièces. Comment je vais faire ça? Je vais ouvrir mon programme monter à Portal, ce qui me permet d'interrompre la mise en ligne. Si je redouble clic sur la barre de titre, ça me fait réapparaître automatiquement toutes les fenêtres qui vont bien, enfin toutes les barres sur les côtés, de droite et gauche. Et donc, à partir de là, maintenant, je vais insérer un petit réseau. Donc, je vais sur le réseau 1 parce que je vais faire mon comptage avant le pilotage de mon convoyeur. Et là, je vais aller chercher un bloc de comptage. Donc, je vais aller sur compteur sur la partie droite. Et CPU, c'est compteur up. Si on regarde un petit peu, vous voyez ici, CPU, comptage. Je glisse, je pose. Il me pose une question concernant qu'il a besoin de mémoire pour fonctionner. Je valide par OK. Ensuite, je vais devoir mettre ma condition de comptage. Quelle sera ma condition de comptage? Et il y a deux conditions. Que le tapis avance, donc ça, je vais le rajouter. Donc je vais dire, bah, c'est K droite, en l'occurrence. Et je vais avoir besoin de deuxième condition, c'est l'information du changement d'état de ma barrière lumineuse. Pour faire un changement d'état, c'est-à-dire qu'on fait la détection d'un fond. Et pour rappel, cette cellule, au fait, est à 1 quand on n'a rien devant, et elle passe à 0 quand on a quelque chose devant. Donc, là, il faudra détecter le changement d'état du passage de 1 à 0. Donc, je vais rajouter un contact. Sur ce contact, je ne vais pas mettre un contact standard, mais je vais dire, moi, je vais détecter un front négatif, pour dire qu'il passe de 1 à 0, de ma cellule. Donc, je peux prendre BLS, je le colle, et là, je vais avoir besoin de mémoire. Donc, je vais marquer mémoire front. Ensuite, je voudrais faire du comptage. Pour faire ce comptage, je vais avoir besoin de différentes informations. C'est-à-dire qu'on avait dit, je veux compter jusqu'à 3 pièces. Donc, je vais mettre en valeur de présélection 3. Ensuite, je voudrais visualiser ce compteur. Donc là, je vais le symboliser, par exemple, nombre de pièces. Bien évidemment, ces symboliques que je les déclare comme je veux, par rapport à une norme que l'on peut déclarer au sein de l'entreprise, etc. Ensuite, je vais devoir également indiquer comment je vais resetter ce compteur. J'ai atteint mon nombre de pièces, ok. J'ai par exemple repris mes 3 pièces, puisqu'on avait prévu d'en faire 3, pour les mettre dans un paquet, et on peut recommencer une production. Donc, je vais marquer ici, par exemple, nombre de pièces atteintes. Le nombre de pièces, OK. Voilà. On peut même dire que ce n'est pas terrible comme nom, donc on va le renommer. Je vais marquer acquittement nombre de pièces. Ce sera mieux. Maintenant, on va
devoir déclarer des variables pour tout ceci. Donc, à quel moment je vais faire ça? Puis droit, définir mes variables. Et là, je peux déclarer des variables sous différents formats. Nous, on va les déclarer en tant que global memory, c'est-à-dire des mémoires globales qui sont des mémentos au sein de chez Siemens. Voilà. Définir. Et maintenant, notre compteur est prêt à fonctionner. Nous allons pouvoir le tester de suite. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On recharge l'ensemble dans l'automate. On peut se mettre en visualisation. Je mets en grand. Hop, je mets comme ceci. Donc là, si vous regardez bien, on a 0 pièce de produite. Maintenant, je prends ma première pièce, j'appuie dessus, mon convoyeur avance, et là, je viens de produire une première pièce. Ensuite, je peux faire une deuxième pièce à partir du deuxième poste, par exemple. Et je peux faire une troisième pièce. Voilà. Et donc là, j'ai atteint mon nombre de pièces. Si maintenant je veux reproduire quelque chose, pour que mon comptage puisse fonctionner à nouveau, il faudra impérativement acquitter ce nombre de pièces. Donc, si je veux acquitter ce nombre de pièces, pour l'instant, comme je n'ai rien prévu au niveau du système, je peux faire la commande forcer un 1. Comme ça m'acquitte. Par contre, il faut bien penser à la force à 0. Donc, vous voyez qu'on peut faire également des interactions directes avec le programme automate pour forcer des variables à 1 ou à 0. Et donc là, à partir de là, je vais pouvoir recommencer. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, c'est bien ce que vous avez fait, mais quand même, quelque part, moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que la personne peut continuer à produire des pièces malgré qu'on soit arrivé à un nombre de 3. Pas de souci. C'est l'avantage du programme automate. On peut le modifier comme on veut. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Pas de problème. On retire la visite dynamique. Voilà. Ici, je vais remettre une sortie. Et je vais marquer le nombre de pièces OK. Je vais le déclarer comme tout à l'heure en global memory. Et là, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Il faudra que je le mette en série en disant, moi, j'autorise l'avancement de mon tapis sous condition que je n'ai pas encore atteint mon nombre de pièces. Donc, comment je vais faire ça? Je vais mettre un contact inverse et je vais remettre mon nombre de pièces. OK. On recharge et on va tester l'ensemble. Encore une fois, la visite dynamique. Voilà, pour voir un peu ce qui se passe. Ah, là, j'ai un souci. Est-ce que ça fonctionne? Maintenant, je n'ai pas de souci. Bien évidemment que je n'ai pas de souci, puisqu'on fonctionne chez Siemens. Donc là, ici, j'ai fait mon comptage de pièces. Hop. Et lorsque je vais atteindre mon nombre de 3, vous voyez ici que j'ai perdu cette condition ici. Donc, je n'ai pas fait l'acquittement de mon nombre de pièces atteint, je ne pourrai pas continuer. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est au lieu de forcer les entrées-sorties directement sur cette partie-là, c'est de créer un petit IHM. C'est-à-dire que l'objectif, c'est tout simplement de dire on va programmer notre IHM de manière à pouvoir faire du pilotage et de visualiser notre nombre de pièces. Donc, maintenant qu'on a mis notre compteur en place, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre un IHM pour piloter l'ensemble. Donc, on va mettre la fenêtre en grand, ce sera plus simple pour tout le monde. Voilà. Donc là, j'interromps la liaison avec l'automate. Hop, je rouvre mon arborescence. Hop, ici. Et donc, je vais rajouter un petit appareil IHM. En l'occurrence, sur notre bande didactique, on a un confort panel, 7 pouces, TP700. Je choisis le modèle qui va bien. Et là, c'est la version du logiciel. Ici, on retrouve un nom, comme tout à l'heure pour la partie automate. IHM Interface Machine, numéro 1. Moi, ça me convient bien dans le cadre de ce projet-là. Et lorsque vous en avez plusieurs, ça peut être très intéressant de les nommer de manière cohérente.
automatiquement, votre IHM se crée. Et donc, à partir de là, il faudra faire le lien avec nos variables. Nous, on voulait aller chercher quoi? On voulait déjà aller chercher le nombre de pièces produites. Donc, on reste sur mes variables. Et l'avantage, quand je fais juste un clic, je fais vue détaillée ici dans le bas. Et vous voyez qu'en fait, je retrouve mes différentes variables. Et le problème, c'est que je ne vais pas les retrouver puisqu'elles ne sont pas dans cette variable-là, cette table des variables-là. Donc, je vais devoir faire afficher toutes les variables en toute table des variables standards. Et là, je vais la retrouver derrière. Donc, où est-ce que d'accord. Je reprends. Donc, maintenant qu'on vient d'insérer notre IHM, vous voyez qu'automatiquement, il a créé la vue. Et donc, à partir de là, il faudra rajouter des variables. Pour rajouter les variables, tout simplement, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient sur variable API. On va aller sur la table des variables qu'on a appelée déclaration. Et si je fais vue détaillée, je vais retrouver mes variables que j'ai déclarées. Et donc ici, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve en fait mes différentes variables que l'on a vues dans notre programme. Donc là, typiquement, moi, je voudrais visualiser le nombre de pièces. Donc je vais glisser, poser. Et donc le fait de faire ça, comme on est dans un système complètement intégré et un portal, vous avez quoi? Vous avez la liaison qui a été faite automatiquement avec l'appareil, niveau physique, au niveau communication, mais le système a été récupéré également la variable automate. On peut également rajouter du texte. Donc, si je rajoute du texte, hop, je viens choisir hop, accessoire, mon petit A pour ajouter mon texte, et je vais marquer comptage de pièces. Voilà. Si je laisse ça en l'état, vous verrez strictement rien sur mon écran. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mes deux objets et je vais leur donner une taille plus cohérente, je ne sais pas, 36 par exemple. Ça ne me paraît pas trop mal. Donc là, mon comptage de pièces, je prends mon second objet et je l'agrandis un petit peu pour voir ça. Voilà. Donc là, normalement, je pourrais visualiser le nombre de pièces que j'ai produites. L'idée également, c'était de pouvoir mettre un bouton pour dire j'ai atteint mon nombre de pièces. Donc je vais créer un bouton. Hop. Voilà. Et là, je vais dire nombre de pièces, OK, ou retrait marchandise, OK. Retrait marchandise. Retrait marchandise, OK. Pareil, je peux grossir la police de caractère, sans aucun souci. Voilà. On peut grossir encore un petit peu. Voilà. Et lorsque vous êtes sur un bouton, vous avez ce qu'on appelle des événements. Bah oui, effectivement, un bouton, vous avez des notions comme sur Windows. Hein. Vous avez la notion de presser, relâcher, etc. Un clic, activer ou désactiver, s'il y a quelque chose qui se modifie en arrière-plan sur le bouton et compagnie. Donc là, l'idée, c'est que lorsque je vais presser sur la touche, je vais mettre le bit concerné, et lorsque je vais relâcher le bouton, je vais remettre à 0. Donc, comment je vais faire? Je vais rajouter une fonction. Comme je la connais par cœur, je peux directement taper les premières lettres, mise à un bit. Ensuite, je peux aller chercher la variable, comme tout à l'heure, dans mes déclarations. Donc là, nous, c'était acquittement, nombre de pièces. Voilà. Et je vais faire pareil pour RAS8. Tac. RAS8, voilà, tac. Et je vais mettre mon acquittement nombre de pièces. Voilà. Donc là, j'ai fait mon écran IHM. Donc, qui se présente, on peut dire bon, il n'est pas trop mal, mais non, moi je trouve quand même qu'il manque quelque chose. Ah oui, il manque un petit logo ou quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on peut faire directement, on peut aller chercher un petit logo. Alors, moi, je me suis amusé à en télécharger un sur Internet. Alors, bien évidemment, j'ai pris un logo Siemens, un tant qu'à faire. Donc, je le prends. Vous voyez que c'est un fichier JPEG que j'ai téléchargé au PNG sur Internet. Je le lis, je pose. Et donc, à partir de là, je peux le dimensionner à volonté. Voilà. Tac. Voilà. On peut replacer un peu les éléments comme on veut. On peut se dire que le fond d'écran en gris, c'est peut-être pas terrible, donc on va le mettre en blanc. Donc, je viens sur le fond d'écran, propriété, ici, et je vais mettre la couleur blanche en fond. Tac. Et bien, ça commence à représenter un petit quelque chose. Et maintenant, mon appareil, je vais le recharger. Donc, je vais faire comme pour la partie automate.
je viens le sélectionner dans l'arborescence et je vais faire chargement. Alors, je vais représenter la petite vidéo comme tout à l'heure pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez que mon IHM est déjà une vue dessus. Hop, je mets le principe de chargement, lancer la recherche, puisque c'est le premier chargement que je vais faire. Il me retrouve mon appareil, je fais charger, et automatiquement, mon appareil va commuter en mode de transfert. Vous allez voir qu'il va passer comme sur une page écran Windows, hein, chargé. Voilà. Voilà, vous voyez, on reconnaît le Windows derrière, en arrière-plan. Il va récupérer toutes les informations de transfert et automatiquement, il va redémarrer. Donc, il faut quelques secondes. Et là, donc, vous voyez que ma page écran que je viens de créer devant vous est directement au niveau de mon IHM. Alors, par rapport à ça, je pense que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus lisible, mais on peut mettre en grand pour vous voyez un petit peu. Vous voyez que j'ai atteint mon nombre de pièces à 3. Si j'appuie sur le bouton, hop, je viens de repasser un. C'est formidable. Ça a l'air de fonctionner parfaitement. Si je reprends mon programme automate pour voir leur cohérence, donc je mets en grand, j'ai fait une petite bêtise, j'aurais dû d'abord basculer sur la partie programme. Je reviens sur mon lien, voilà. Je peux me mettre là. Je mets de retour les lunettes pour la vision dynamique. Vous voyez bien que je suis à 0. Et bien évidemment, si je produis une nouvelle pièce, tac, mon compteur va évoluer à 1. Voilà, vous voyez, hop, je vais mettre en grand. Vous voyez, c'est 1. Alors ça, c'est déjà une première solution. Donc, dans l'introduction, j'avais également précisé qu'on pouvait simuler nos différents appareils. Donc là, nous, on va s'amuser, par exemple, à simuler le pupitre opérateur. Parce que là, vous voyez que pour vous, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus net, etc. Donc, si je coupe l'alimentation de mon écran, voilà. Donc, je considère que j'en ai plus. Maintenant, qu'est-ce que je viens faire? Je viens, hop, ici, dans mon arborescence de projet, je viens sélectionner mon IHM. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'outil de simulation runtime, démarrer la simulation. Et donc, dans les outils Siemens aujourd'hui, on a tout ce qui est simulation de disposition. Et là, vous voyez, au fait, que l'on retrouve notre comptage de pièces. Tiens, d'ailleurs, j'avais un petit bug que je n'avais pas bien vu, mais ce n'est pas bien grave, hein, pour ce qu'on en a à faire aujourd'hui. Et si maintenant je produis une nouvelle pièce, hop, voilà, vous voyez que ça évolue avec le nombre de pièces, etc. Alors, bien évidemment, hein, si je fais un reset, hop, je viens resetter également mon installation. Ensuite, on peut faire évoluer notre système de différentes manières. On pourrait rajouter, par exemple, une temporisation en disant, bah, on peut considérer que, par exemple, si je remets mon convoyeur en visite dynamique, donc je reprends ma petite caméra pour que vous voyez, je vais mettre sur le convoyeur, voilà. On peut considérer que maintenant, si je prends ma pièce, le problème que je vais avoir, si ma pièce tombe ou si mon capteur devient défectueux, mon tapis ne s'arrêtera jamais. Donc, on peut considérer qu'il faut commencer à mettre une temporisation pour faire ces choses-là. Donc, ça, ce sont toutes des options que l'on peut créer au fil de l'eau. Et donc, par rapport à notre système automatisé, et c'est beaucoup plus simple à réaliser avec un automate que si on faisait en logique câblée. Donc là, c'est l'intérêt de l'automatisme par rapport à ce qu'on avait en logique câblée précédemment. Donc là, par contre, je vais quand même arrêter le convoyeur parce que ça fait non. Donc voilà. Donc, si on veut rajouter notre partie temporisation, on pourrait imaginer la programmer ici. Donc, je retire la visite dynamique. Et donc ici, je vais me rajouter un petit réseau. Je rajoute ma temporisation, instruction, temporisation. Et là, on va dire, bah, par exemple, moi, je vais enclencher une théone, c'est-à-dire une retard à la montée, ça me va aller très bien, voilà. Donc, je prends une retard à la montée. Comme tout à l'heure, j'ai également une instance. Et donc ici, bah, je vais dire, moi, je vais enclencher ma temporisation dès l'instant où j'ai mon tapis qui va vers la droite. Voilà, donc je vais préciser qu'à droite. Tac, copier, coller, ça c'est à faire. Voilà. Et je vais dire, par exemple, si ça dure plus de, je sais pas, 7 secondes, je vais faire un défaut. Donc, je vais faire monter une sortie. Donc là, comme tout à l'heure, je vais créer un bit de sortie et je vais marquer erreur de convoyage. Tac.
Tac. Je vais déclarer cette variable. Définir variable. Définir. Voilà. Et donc, bien évidemment, pour que mon tapis s'arrête, il faudra que je dise comme tout à l'heure, si j'ai une erreur de convoyage, je vais arrêter mon tapis. Je charge l'ensemble pour retester. Je mets en visite dynamique. Voilà. Donc là, pour l'instant, tout se passe bien. Je mets en pièce. Alors, je n'ai pas mis la vidéo. Hop, je remets en route. Là, pour l'instant, tout se passe bien, tout se passe normalement. C'est tout à fait logique. Maintenant, je réenclenche. Hop. Et là, on pourra refaire 50 fois si je ne retire pas. Ah, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, il faut que je dise que je n'ai plus. Je peux faire avancer mes marchandises. Hop. Je reviens pour remettre ma caméra. Excusez-moi. Et là, je n'oublie pas de retirer la pièce. Et donc là, normalement, au bout des 7 secondes, mon convoyage s'arrête. Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez faire évoluer au fil de l'eau votre système automatisé de cette manière-là, par rapport aux défauts que vous pourrez trouver sur votre machine, etc. Donc c'est très très simple de le faire. Donc maintenant que la démonstration est terminée, je vous invite à aller voir sur le site Citren, donc sur le site qui est www.siemens.fr/Citren. Et là-dessus, vous avez toute formation à disposition, que ce soit pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'automatisme, on a une formation de type, par exemple, API. Pour les gens qui connaissent l'automatisme mais qui veulent découvrir le CLR Portal, vous pouvez aller sur toutes les formations, soit destinées à 12 ou 1200, soit destinées aux 1500. Et également, vous avez différents profils pour les gens de maintenance ou bureau d'études. Donc, je vous invite à regarder notre page catalogue et nous vous présenterons quelques slides là-dessus juste derrière. Merci de votre écoute.